Ok, donc merci pour l'invitation. Et le titre que j'avais choisi est évidemment un peu provocateur compte tenu de l'esprit du Festival de l'avenir naturel, parce que je vais vous sélectionner quelques exemples qui, moi, me fait dire que l'avenir ne va pas être tant naturel que ça. Si on laisse faire, bien sûr. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS et je tiens à vous dire que je ne travaille pas sur les sujets que je vais vous présenter. C'est-à-dire que j'ai aucun conflit d'intérêt avec ce dont je vais parler. Et je le dis maintenant à chaque fois parce qu'on s'est aperçu quand même que c'était un danger permanent, ce genre de truc. Donc, je préfère mettre les choses au clair tout de suite. Ok. Donc, pour vous situer un peu le problème, ça, c'est une publication relativement récente de 2020, faite par un département qui est à Rehovot en Israël. Et vous verrez que dans cette dernière conf, on va beaucoup se promener en Israël, et ce n'est pas un hasard. Et ce que ces gens, pour la première fois, ont essayé de mesurer, c'était le poids sur Terre de la biomasse végétale et animale comparé à ce que nous, humains, produisons. Et on va lire ça vite fait. Voilà une question de savoir comment la production matérielle globale des activités humaines se compare à la biomasse, c'est ce que je vous dis. Donc, ils ont quantifié les masses d'objets créés par l'homme, qu'on appelle donc la masse anthropique, et on l'a comparée à la biomasse vivante globale sur Terre. Et ce qu'ils constatent, en 2020, à plus ou moins 6 années, c'est de la modélisation, hein, donc il faut toujours prendre des précautions avec la modélisation, c'est que la masse anthropique a récemment doublé tous les 20 ans environ, dépassera toute la biomasse vivante mondiale. Donc en moyenne, pour chaque personne sur le globe, une masse anthropique égale à plus que son poids corporel est produite chaque semaine. Ce qui nous fait dire qu'on est rentré effectivement dans l'ère de l'Anthropocène. Entendez par là que c'est nous, humains, qui, parce que nous faisons sur Terre, avons l'illusion, et en tout cas modifions ce qui se passe sur Terre. Alors, plus précisément, pour vous donner une quantification, et ne me demandez pas la méthode qu'ils ont suivie pour évaluer ça, je suis incapable de la comprendre. Vous voyez par exemple, en ce qui concerne la biomasse animale, qui est à 4 gigatonnes, les humains gèrent et produisent 8 gigatonnes. Si vous regardez la biomasse qui est maintenant les arbres, arbustes, 900 gigatonnes, ce que nous avons produit, c'est 1100 gigatonnes. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que la question qu'il va quand même falloir un jour se poser, c'est jusqu'où on pourra aller dans l'affranchissement des contraintes de la nature, hein, parce qu'on est dans un monde fini, et ce qu'on produit évidemment interagit avec ce qui existe. Et où est-ce qu'est l'équilibre ? Et une autre question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que parce que l'on a la possibilité de tout faire, il ne faut rien s'interdire ? Ce qui est un énorme problème. Est-ce qu'il faut faire sienne une citation d'Ebditz qui lui dit que tout ce qui est possible de faire ne demande qu'à exister, c'est-à-dire qu'il faut faire, et sans se poser de questions. Et je vous ai choisi 4 exemples pour répondre à cette problématique qui devraient tous nous interroger. Alors ici, on aime bien les abeilles. On en parle régulièrement. Et alors, c'est pas à vous qu'on va expliquer le problème de la disparition des abeilles, parce qu'on est incapable de prendre des bonnes décisions dans le temps pour interdire certains produits qui les flinguent. On les prend, après on les annule, on les reprend, enfin bref. Et qu'est-ce qu'on fait donc, d'un point de vue solution, puisqu'on est incapable de prendre des décisions correctes ? Bien, par exemple, vous avez une société ici, aux États-Unis, qui s'appelle Dropcopter, fondée par les 2 personnes que vous avez à droite, là, qui, eux, ont résolu le problème. Ils ont breveté un disséminateur de pollen qui fixe à un drone, d'accord ? Et puis le drone, ils le promènent au-delà de leur champ, là, c'est des amandiers, ok ? Ils pollinisent comme ça. Ça existe déjà. Pardon ? Non. Ah, non. Ça coûte pas cher, non. Les drones, ça coûte rien. Et la quantité de pollen qui est utilisée pour la pollinisation des champs est une quantité bien moindre que la quantité naturelle. Eh oui, parce que c'est plus ciblé. Autre chose, alors là, vous voyez qu'on va rentrer dans des détails plus fins, et tout ça, c'est pas des bricoleurs. Hein, c'est des millions investis dans de la recherche pluridisciplinaire avec un objectif parfaitement ciblé. Ici, on est au Japon et on est à l'Institut des sciences et technologies avancées. Et en 2020, il y a une publi qui est sortie par ce prof que vous avez ici, Miyako, qui annonce dans cette introduction que cette idée-là que je vais vous présenter, ça lui est venu en regardant son fils dans un parc
jouer avec un truc pour faire des bulles. Vous savez, quand on était petit, on achète encore ça, là, on trempe, on fait des bulles, ça se promène. Et il s'est dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, il doit y avoir un truc à faire. Donc, ce qu'il a imaginé, ce monsieur, c'est en fait acheminer sur les fleurs un pollen prisonnier d'une bulle. D'accord ? Et pour ça, il a construit un drone avec un nébulisateur approvisionné en pollen. Et sur votre droite, vous avez les expériences qu'il réalise avec différents paramètres que sont la hauteur à laquelle il faut promener le drone. Donc, alors, petit détail, les fleurs sur lesquelles on travaille ne vous auront pas échappé, c'est des fleurs de lys, c'est des grosses fleurs. C'est pas un hasard, il faut commencer par ce qu'il y a de plus simple. Parce que plus vous allez réduire la taille de la fleur, plus vous allez être ennuyé quand même. Mais sur le lys, ça se passe pas mal. Donc à 2 mètres, on regarde la vitesse à laquelle il faut les faire déplacer, l'intensité de la nébulisation, et on constate l'efficacité. D'accord ? Quand je vous dis que ce n'est pas des bricoleurs, ces gens, par exemple, pour les matériaux qui composent la bulle dans laquelle va être enfermé le pollen, ils se sont assurés que d'un point de vue toxicologie, par exemple, les produits chimiques qui sont là-dedans n'inhiberaient pas la croissance du tube pollinique. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien d'amener un grain de pollen pour fécondation si le vecteur que vous avez utilisé pour amener le grain de pollen inhibe la croissance du tube pollinique. Parce que sinon, ça ne marche pas. D'accord ? Donc quand je vous dis que ce ne sont pas des bricoleurs, je sais bien de ce dont je parle. Et ces gens s'associent dans des consortiums avec des disciplines qui sont convergentes vers un objectif commun. Donc on est avec des botanistes, on est avec des bio, avec de la biologie cellulaire, des ingénieurs d'intelligence artificielle et des dynamiciens. Alors ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, ces gars-là. Quand j'ai remonté cette publi, j'ai regardé donc ce que faisait cet institut. Et en 2017, ils avaient sorti quelque chose qui, là aussi, quand même interroge. Le but là-dedans, c'était d'accrocher à un drone quelque chose qui simule parfaitement l'abdomen d'un insecte, l'abeille en question. D'accord ? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit unité par unité, c'est-à-dire poil par poil. Ils ont reconstruit une espèce de petit habit qui ressemble à l'abdomen de l'abeille, avec sa capacité de rétention des grains de pollen, par exemple, qui a été étudiée. Là, pareil, la colle qu'ils ont utilisée pour coller les poils un à un sur la surface, ça a été évalué en termes de tox et tout ce qu'il faut pour que ça ne nuise pas à la chose. Et ils ont fait l'expérience suivante. Ils ont promené ce drone. Alors, on est toujours sur des lys. Ici, vous avez des images prises avec une caméra qui prend des images rapides, donc de 0 secondes à 0,24. Ce qui est dans le cercle, c'est le drone en question. Et si j'ai la flèche, ce qui est visé, c'est cette étamine-là. D'accord ? Donc, ils amènent le drone, ils le catapultent sur l'étamine et ils le font repartir. Tout ça entre 0 et 0,24 secondes. Ensuite, ils ramènent le drone sur une autre fleur et ils vont aller déposer le pollen sur la partie femelle de la fleur, gynécée. Et c'est entre 0 et 24 secondes. C'est l'enchaînement qui vous est présenté ici. Et à la fin, ils vérifient que ça a marché. Vous avez à gauche la photo avant que le drone s'amène. Juste à côté, le dépôt pollen fait par le drone. Et ensuite, il vérifie effectivement par microscopie à fluorescence que les tubes polliniques se forment bien et que la germination a eu lieu. D'accord ? Voilà. Alors évidemment, vous comprenez le truc. C'est l'étape ultime, c'est le drone qui fait tout le job avec la taille qu'il faut, la forme qu'il faut. Ici, je vous rassure, c'est une image de synthèse. Ça n'existe pas encore, ça. Alors, ça n'existe pas encore, mais c'est un message que je répète chaque fois que j'interviens en public. Ne mettez jamais au défi les ingénieurs d'atteindre un objectif. C'est question de temps, de finances et de pluridisciplinarité. D'accord ? Et j'ai beaucoup d'exemples à vous donner à la suite de la discussion si ça vous intéresse. Pourquoi je vous dis ça ? Ici, on est sur un consortium qui rassemble l'université d'Harvard, l'université d'Harvard, le MIT et l'université d'Hong Kong. Et alors, autant vous dire qu'on est dans la crème de la recherche scientifique. Ce qu'ont fait ces gens, c'est qu'ils ont conçu ce petit dispositif que vous voyez ici, qui pèse 500 mg,
et dont le battement des ailes est à 500 battements secondes. Alors comment ça se passe ça? C'est sur ce cylindre que vous voyez, ils ont disposé des nanotubes de carbone. Et ces nanotubes de carbone ont une propriété physique extrêmement intéressante, c'est que quand vous passez le long de ces nanotubes un courant alternatif, il s'allonge et il se rétracte. Et ce sont ces mouvements d'allongement et de rétractation qui assurent le mouvement des ailes. Alors j'espère que la vidéo va fonctionner. Yes. Donc voilà. Ok. Alors il ne vous aura pas échappé que c'est connecté par des petits fils là. Hein. Je vais y revenir là-dessus. Donc voilà, c'est un objet qui vole ça. Alors on va laisser défiler. Je vais vous le commenter par la suite. Ça lui dit pas ça? Ouais. Ok, là on est en train de vous expliquer comment est-ce qu'est fait le système de battement d'ailes. Vous avez une vue qui vous le donne. Au ralenti, vous avez les vitesses ici, là, multipliées par un facteur. Ok, donc ça ne marche pas si mal. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir par la suite, parce que c'était un problème qu'il fallait adresser. Vous voyez ces objets volants, quand ils vont être perturbés par une rencontre avec quelque chose, un coup de vent, ou qu'ils sont plaqués au sol, il faut qu'ils puissent se relever, parce que c'est ce que fait l'insecte. Hein. Et c'est un travail sur lequel ils ont beaucoup bossé. Donc cet objet-là, par exemple, si vous le forcez à rejoindre le sol, 1, il ne se casse pas, 2, il reprend ses positions initiales. C'est ce que fait un insecte, grosso modo. Alors, je reviens là-dessus, mais je ne veux pas forcément vous la remettre. Quel est le souci là-dedans? D'abord, vous comprenez bien qu'on voit bien vers quoi on veut aller. Okay. Le principal souci, c'est le poids. La taille, ils vont y arriver, il n'y a pas de souci. Mais le principal souci, c'est l'énergie. Actuellement, votre objet, il est relié à des fils, et c'est les fils par lesquels vous passez votre courant. Alors, bien évidemment, hein, si vous voulez faire de la pollinisation en milieu naturel, il ne s'agit pas que vous ayez besoin de fils qui rapprochent les courants. Donc le principal défi qu'ils ont à relever, c'est de mettre sur ce dispositif une source d'énergie, mais qui ne consomme rien d'un point de vue courant, hein, mais qui soit autonome. D'accord? Et ça, c'est les nanotech qui font ça. Et je reste persuadé que laissons ces gens travailler, ils trouveront la solution. Je saute maintenant complètement à autre chose, je m'occupe d'une beaucoup plus grosse bête. On est ici en Afrique, et Bill Gates, il y a quelques années, a annoncé qu'il voulait développer une super vache contre la malnutrition en Afrique. Et donc il a investi des millions d'euros. Alors cette fois-ci pour un élevage sélectif. Vous allez voir que ça va aller graduellement, ma présentation en fait. Et le but annoncé de Gates, évidemment, c'est d'aider l'Afrique à se nourrir. Coût d'investissement, 32 millions d'euros, à une boîte qui est en Écosse, qui s'occupait essentiellement de vaccination animale. Alors c'est assez curieux, je suis allé encore hier sur le site de cette ONG, et je n'ai pas d'enseignement sur le devenir de ce truc-là. Mais je pense que comme c'est de la sélection embryonnaire, c'est assez long. Alors en plus de ça, il doit y avoir du secret par derrière qui fait qu'on n'a pas accès forcément à l'avancement, et je ne sais pas si ce programme avance. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout compte fait, à chacun ses soucis. En Afrique, on s'occupe de savoir comment on va continuer à manger avec des vaches qui peuvent résister à la chaleur. Ce n'est pas disconnecté de nos préoccupations. C'est aussi des programmes qu'on va investir, ça, pour nos régions à nous. Hein. Faire du croisement avec des vaches qui sont connues pour plus résister à la chaleur sans avoir forcément des baisses de production. C'est des programmes qui sont déjà en cours. Je traverse le globe et je vais en Nouvelle-Zélande. Gros pays d'élevage, moutons et tout et tout. Je montre ce chien de berger, Untaway, parce que ce Untaway, manifestement, les Néo-Zélandais sont en train de tester un concurrent. Et ce concurrent, c'est un truc dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le chien Spot. Spot, c'est le chien qu'a créé Biodynamics, qui est une boîte de robotique absolument excellente aux US, qui a été pendant des années une émanation Google, qu'on fait, si ça vous parle, le robot Atlas, c'est-à-dire le robot qui fait des triples saltos arrière, qui retombe sur ses pattes. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Tapez sur Internet Biodynamics, regardez les progrès de la robotique de Biodynamics. Voilà, Spot, vous en avez peut-être aussi entendu parler parce que les Singapouriens, et on reparlera de Singapour, s'en sont servis en mettant une caméra sur le spot en question et en le faisant promener dans les villes pour savoir comment ça se passait, les restrictions Covid. Ça sert à la surveillance.
Et puis alors dramatiquement, il y a une quinzaine de jours, on m'a envoyé des renseignements comme quoi, alors c'est pas Biodynamics qui a fait, mais c'est des boîtes qui font ce genre de trucs aussi. Eux, ils leur ont mis un fusil d'assaut sur le dos. Et on voit très bien où est-ce qu'ils veulent venir. Hein. Donc voilà, la surveillance, c'est alors limité quand même, hein, parce qu'on est toujours sur le problème de l'énergie électrique. C'est 90 minutes d'autonomie. Alors ils vous vendent 2 batteries. Hein. La vitesse max est inférieure à 6 km/h. Et ce truc vous est vendu comme un robot équilibré, stable, pouvant naviguer à travers des environnements inconnus, voire hostiles, sans aucune difficulté. En attendant quand même, le chien a un certain avenir, parce que c'est pas donné. Sans option, c'est 74 000 $. Voilà, donc j'avance dans ma progression, et maintenant on va se centrer sur la vache. Actuellement, il y a énormément de programmes d'agriculture cellulaire que je vais vous décrire pour certains d'entre eux, dont le but est de se passer de l'élevage bovin. Alors pourquoi ça? C'est généralement des arguments que vous devez connaître. Ces bovins sont au niveau mondial à l'origine de 11 à 18% des gaz à effet de serre. Alors pourquoi? Parce que ça dégage du méthane, hein, c'est une double c'est des ruminances, donc c'est un double système estomac. Et par contre, le chiffre que je vous sors, là, environ 3%, bien souvent, vous le trouverez supérieur, mais je pense, enfin, quand je dis je pense, c'est que j'ai lu, qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le méthane, effectivement, a un pouvoir d'effet de serre bien supérieur au CO2, 20 fois, mais c'est aussi une molécule qui est beaucoup plus légère que le CO2. Et son temps de présence dans les couches atmosphériques est moindre que le CO2, et en fait, c'est de ça qu'il faut réguler l'effet de serre. Donc l'effet de serre, il est estimé dans cette étude à 3%, ce qui est déjà énorme hein, quand on y pense. Et pour vous donner une idée, on a estimé qu'un kilo de bœuf en production sur votre étalage, c'est 60 kg de CO2. Alors pendant qu'on est dans les chiffres, une étude récente montre que entre l'eau qui tombe dans les prés, que la vache broute, jusqu'à l'eau que vous utilisez pour transformer le produit, pour amener un kilo de bœuf à votre étalage, il faut 15 000 litres. En comparaison, pour la viande porcine, c'est 5600 litres. Pour les pommes de terre, 290. Alors, je vous dis tout ça parce que vous allez voir que c'est autant d'arguments qui vont être utilisés par les gens qui vont développer ce dont je vais vous parler. Oubliez tout ça. Pas tout de suite, mais ça germe dans la tête de pas mal de monde. Depuis qu'en 2013, le professeur Mark Post, qui travaille à l'université de Maastricht, a annoncé, et vous avez dû le voir hein, dans les presses nationales, la première synthèse d'un steak entièrement fait en viande artificielle par de la culture cellulaire, que vous avez là, à droite. Alors, c'est 2013, mais il faut rendre à César ce qui est à César. La première idée, c'est pas Mark Post. C'est un gars qui s'appelle William Van Hellen, qui est mort depuis. Et la petite histoire, c'est que ce type a été fait prisonnier durant la Deuxième Guerre au Japon. Au Japon, il mourait de faim. Et quand il est revenu dans son pays, il s'est dit, c'est pas possible, on va trouver une solution pour nourrir tout le monde sans dépendre de rien du tout. Et on doit pouvoir faire de l'agriculture cellulaire. Donc ça date hein, depuis. Et en fait, il n'a jamais pu vraiment développer ça. Et dès lors qu'on a fait la découverte des cellules souches, alors tout a grimpé en flèche et tout a démarré. Alors, pour ce steak, il valait mieux pas être nombreux autour de la table. D'abord parce qu'il en a fait 142 grammes. Puis il valait mieux avoir les moyens, hein, parce que les 142 grammes, c'était 250 000 €, la production. D'accord ? Mais la preuve de concept était faite. D'accord ? Alors, qui finance ça ? Vous retrouvez Bill Gates, qui s'occupe des vaches en Afrique. De toute façon, il s'occupe de plein de trucs. Hein. C'est pas du tout son problème. Vous retrouvez Virgin, vous avez le patron de Virgin à gauche. Okay. Et ces gens, donc, ont commencé à financer une tapée de start-up. Et alors, comment ça se passe ? On va prélever dans la bête, qui est un moyen extrêmement peu invasif, en fait, hein, pour l'animal, des cellules souches musculaires qui sont placées dans un milieu nutritif. Alors là, le milieu nutritif, il est horrible, je reviendrai dessus. C'était initialement du sérum fœtal de veau. Donc, d'un point de vue maltraitance animale, on y est en plein dedans, hein. Et dans ce milieu nutritif, on a des facteurs de croissance qui sont dirigés vers la production de cellules musculaires. Là-dedans, évidemment, vous ajoutez des fongicides et des antibiotiques, parce que sinon, en l'avalant, vous mourrez. Hein.
parce que les conditions d'asepsie, c'est absolument rigoureux. Et en fait, est-ce que c'est très nouveau, cette manière de faire? Mais pas du tout. Hein. Ça fait appel à de l'ingénierie tissulaire, parce qu'à partir d'une cellule, faire de la viande, ça s'appelle de l'ingénierie tissulaire. C'était déjà utilisé dans la médecine dans la régénérative depuis des lustres, de l'ingénierie biomédicale, sciences des matériaux, voilà. Et en quoi est-ce que ça a démarré? Par exemple pour la reconstitution de la peau, hein, dans les grands brûlés, pour éviter les rejets par greffe. Eh bien, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on prélève des cellules souches de peau et en laboratoire, on reconstitue la peau du patient qu'on viendra greffer et évite les problèmes de rejet. Donc, d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue procédé, encore une fois, ça n'est pas nouveau, mais ces concepts et cette bio-ingénierie est appliquée à toute autre chose. Alors depuis, c'est la course. Alors, quand j'ai écrit cette conf, c'était il y a 1 an, j'ai mis plus de 100. Si je voulais regarder, vous pouvez multiplier par 5, par 6. Voilà. Mais il y a énormément de startups qui sont dans le LabMeet. Donc Marc Post, évidemment, a fait la sienne, Mozamit. Et en 2021, donc ça fait pas longtemps, hein, il a levé 85 millions de dollars avec comme objectif la diminution des coûts. Il voulait ramener ces 150 grammes de 250 kg à 30 euros. Il n'y est pas arrivé. Et c'était aussi le problème des milieux de culture, texture et goût. Je vous fais une petite parenthèse, je reviendrai là-dessus. Ça devait quand même être assez dégueulasse, hein, ce qu'ils ont fait, parce que c'était uniquement de la cellule musculaire qu'on a fait se diviser et s'arranger. Mais quand vous mangez un steak, il n'y a pas que des cellules de muscles. Hein. Il y a du gras, il y a des tissus conjonctifs, il y a des vaisseaux sanguins. C'est ça le goût, en fait. Mais bon, comme on ne pouvait pas tous goûter, ils ont bien raconté ce qu'ils voulaient. Mais encore une fois, le problème était de faire une preuve de concept. Après, on va passer à Upside Food. Je reviendrai sur cette boîte qui était anciennement Memphis Meat. Eux, en 2020, donc c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est 165 millions de dollars. Et eux, c'est pas le bœuf qui les intéressait, ces Américains, qui sont des gens qui sont installés à Berkeley. C'était commercialiser du poulet. Pourquoi? Parce que le poulet, c'est une viande qui est probablement la plus consommée dans le monde. Et surtout, le poulet se mange beaucoup sous forme de nuggets. Et du coup, la forme d'une nugget, c'est un truc qui ressemble à rien. Donc, d'un point de vue croissance tissulaire, pour assurer une forme acceptable par le consommateur, c'est plus simple de leur faire manger des nuggets que de faire une cuisse de poulet qui est déjà beaucoup plus compliquée à faire. Je reviendrai sur le truc. Voilà. Et qui c'est qui finance tout ça? C'est toujours les mêmes. Hein. C'est Gates, c'est Virgin, c'est rejoint par Cargill, qui est une boîte de viande carnée, un énorme consortium aux US, et Tyson Foods. Aujourd'hui annoncé 4 $ les 110 grammes pour le poulet. Prix en baisse pour atteindre la parité avec la viande naturelle, parce que c'est l'enjeu en fait. Hein. Et ces gens, ils se sont fait damer le pion par cette boîte-là, Eat Just, qui existe depuis beaucoup plus longtemps, qui est une société privée avec un capital d'1 milliard de dollars et qui s'est fait connaître depuis 2011 par ses produits qui sont des substituts végétaux d'œufs. Et vous avez ici les images de ce qu'ils sont capables de faire. Franchement, en termes d'omelette ou de brouillé, ce que vous voyez à droite n'a pas forcément une mauvaise tête. Hein. Et ils se sont arrangés effectivement pour que ça ait exactement le goût. Mais on est donc sur du produit reconstitué à partir d'éléments végétaux. Et ces gens, pourquoi je vous dis qu'ils ont damé le pion à tout le monde? Parce que ce sont eux qui sont arrivés à faire ces fameux nuggets, et c'est eux qui ont obtenu de Singapour en 2020 la commercialisation de leur poulet synthétique. C'est-à-dire que dans certains restos à Singapour, vous pouvez déjà manger de la viande issue de l'agriculture cellulaire. Alors, dans un niveau de complexité supérieur, on est maintenant retourné en Israël, toujours à Rehovot. Alors pourquoi Rehovot? Parce que c'est la ville où il y a le Weizmann Institute, c'est-à-dire que c'est là où il y a le fleuron de la recherche israélienne, qui est l'équivalent du MIT américain. Et Aleb Pharma est une start-up qui est dirigée par un Français, Didier Toubia, qui a fait école d'agronomie à Dijon. Donc c'était marrant de retrouver un Français là-dedans. Et lui, il s'est attaqué à l'aspect et au goût de la viande de bœuf.
Mais ce qu'ils voulaient absolument assurer, ce qu'ils avaient compris, c'est que ce n'était pas une culture d'un seul type cellulaire qu'il faut faire, si vous voulez retrouver les goûts qui se rapprochent de ce dont on a l'habitude, mais c'est bien 4 types. Donc dans sa techno, ça c'est beaucoup compliqué. Vous avez donc l'exploitation des cellules de muscles, des cellules de gras, des cellules vaisseaux sanguins et tissus conjonctifs. Et le record actuellement, et c'est eux qui l'ont le record, c'est ce que je vous montre là, c'est une lame de 5 mm d'épaisseur. D'accord ? Et qui ressemble, quand vous regardez, c'est pas rebutant, hein, c'est pas choquant. Alors, plus compliqué à faire, cette viande de bœuf japonais qu'on appelle le Wagyu. D'accord ? Et alors pourquoi c'est compliqué à faire ? Parce que vous voyez l'aspect de cette viande. Extrêmement compliqué à assurer par une culture tissulaire. Hein. Super compliqué. Et en fait, la technique qui est utilisée là-dedans, c'est une publication de 2022, c'est de faire de la culture cellulaire de viande par imprimante bio 3D. Alors comment ça se passe ? Vous avez bien compris que dans ce bif, il y a des cellules musculaires, des cellules de gras, des cellules, une tapée de trucs. Alors, il y en a 3 essentiellement, hein, que je vous ai mis là, muscles, gras et vaisseaux sanguins. Et l'idée donc, c'est de produire des cellules muscles, gras, vaisseaux sanguins, et de pouvoir les assembler par une préprogrammation dans une imprimante, de manière à ce que quand on va incuber tout ça, visuellement, vous ayez reconstitué ce à quoi effectivement ressemble ce bœuf. Okay ? Et vous avez des images là, qui sont à droite avec les dimensions. Et ça, c'est une technique qu'a beaucoup utilisée, qu'utilise beaucoup et que développe beaucoup une start-up encore en Israël, MedTech 3D. Donc pour eux, ils ne s'intéressent pas qu'au bœuf. Enfin, d'un point de vue conceptuel, on peut faire absolument ce qu'on veut. Vous pouvez prendre de la sélection de cellules sur du porc, de la vache, des poules. Vous faites de la profilération cellulaire, vous séparez ce qu'est la graisse et muscles, et puis via une imprimante 3D, vous reconstituez ce que vous voulez. Ça, c'est pour le schéma de principe. Alors, comment ça se passe ? Là, je vous ai sorti des clichés. Donc, vous avez un support avec un matériau qui est un biopolymère qui va être biodégradable pour essayer de commencer à donner la forme à votre culture, d'accord ? Et puis, cette platine, vous allez la promener en fonction des bus que vous avez. Et puis, comme votre jet d'encre, quand vous faites une impression couleur, hein, vous déposez les cellules à l'endroit que vous avez prévu. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais oui, peut-être bien. Je vous ai récupéré une petite vidéo du process. Voilà, donc le support où on commence à rien avoir dessus, que le polymère, le biopolymère. Et dans les bus, là, on est en train de disséminer sur le support les cellules dans un ordre, une programmation qui est faite pour, in fine, après fermentation, enfin division cellulaire, ressembler à une viande de bœuf. D'accord ? Voilà. Donc on résume. Je fais mes cultures tissulaires, muscles, vaisseaux sanguins, gras. J'appelle ça de l'encre bio. Okay. J'introduis ça dans une machine de bio-impression 3D. Donc j'obtiens ce que vous avez vu juste avant. Et puis après, je mets dans un incubateur et ça grossit. Voilà. Alors je remonte, je m'avance de plus en plus dans le temps présent. Au 4 novembre 2021, donc je vous avais déjà parlé d'Upside Food, hein, ils ont annoncé avoir construit un campus de 4900 m² pour qu'à horizon 2022, on fournisse dans un premier temps 23 tonnes de viande artificielle par an pour atteindre un rythme de croisière de 180 tonnes de viande par an. Alors, il faut évidemment remettre ça en perspective. On est au début de l'aventure, là. D'accord ? Des chiffres que j'ai trouvés sur le ministère, en France, on consomme 1,5 million de tonnes par an et on tue 3 millions de bêtes tous les jours. Donc, c'est pas parce qu'on va produire 180 tonnes de viande par an que ça va bouleverser le marché. Mais c'est pas maintenant qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le marché à 10 ans. Alors, à quoi pourraient ressembler les fermes ? À ça, en fait. Là, vous avez un enchaînement de biofermenteurs. Et puis, vos éleveurs, ils ressembleront à quoi ?
Ben à eux, qui sont sur des consoles et qui contrôlent par des algorithmes d'intelligence artificielle tout ce qui rentre et tout ce qui sort des bioréacteurs et qui contrôlent les croissances. Alors quel milieu de culture? Un des principaux freins, il y en a deux, mais on va aborder le premier, c'est ce fameux sérum fœtal de veau, parce que c'est horrible pour avoir du sérum fœtal de veau, ça veut dire qu'il faut sortir les fœtus de la vache et aller prélever dans le fœtus, vous imaginez quoi. En plus de ça, ça coûtait super cher. C'était entre 50 et 90% du coût de fabrication. Et donc c'est une solution qui était super controversée, et il fallait absolument s'affranchir de ça. Bah, c'est plus vraiment un problème, hein. C'est-à-dire que Upside, dans ce que je vous ai montré, ne se sert plus de sérum fœtal de veau comme milieu de culture. C'est une boîte qui a commencé en 2018 et c'est une boîte qui est islandaise, ORF Genetics, et qui a sorti il y a quelques années donc, un procédé pour sortir de la mésokine. Et c'est cette mésokine qui est la substance, qui est le milieu de culture. Et comment est-ce qu'ils font la mésokine ? Et en fait, c'est un gène synthétique qui a été introduit dans du blé. Donc c'est une culture OGM qui synthétise cette molécule, qui effectivement, d'après le PDG de la boîte, est 10 à 20 fois moins cher que les facteurs de croissance traditionnels et qui assure les mêmes contrôles. On est en train de progresser. On se sert aussi de transformation de maïs comme milieu de culture. Comme ça a été identifié comme étant un problème au développement, autant vous dire qu'on a mis le paquet pour s'affranchir du problème. Alors les plus avancés à ce jour, c'est FutureMeat, et on est à nouveau en Israël, on est toujours à Rehovot, parce qu'effectivement, la concentration des connaissances et d'expériences pour la vitesse d'exécution est un truc qui est absolument sensible. Et eux, ce qu'ils annoncent, c'est 500 kg par jour, soit environ 5000 steaks, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est le prix. En février dernier, ils ont annoncé avoir pu ramener le coût de production d'un produit de poitrine de poulet, là on s'occupe de poulet, à 7,7 $ par livre. Ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. Je vous mets à titre de comparaison, produire la même chose il y a 3 ans, c'était 1000 fois plus cher. Et si vous comparez les 7,7 $ par livre au coût conventionnel de production, la livre est à 3,6. Ah oui, pardon. Donc voilà, ça vous donne une idée. Hein. Et qu'est-ce que revendique FutureMeat ? Des tas de trucs qui ne sont pas encore faits, mais qu'ils ont dans les tuyaux, du hamburger, de la salade de poulet, tout ce que vous voulez. Brochette de kebab, ouais, why not ? Et quels sont les arguments ? Bien, les arguments, c'est que produire comme ça, c'est 80% de moins d'émissions à effet de serre. Okay. C'est 99% de moins d'utilisation des terres. Alors tout ça, ces chiffres sont à vérifier, mais ce n'est pas forcément débile. Hein. C'est 96% d'utilisation en moins d'eau douce. Et alors, ce qui est quand même à vérifier sérieusement, c'est le 100% de la même valeur nutritionnelle. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir accès, quand même. Ouais, bon, pourquoi pas. Vous comprenez bien que dans la période où nous nous trouvons, ce genre d'argument, sécheresse, occupation des terres, utilisation de la flotte, gaz à effet de serre, mais ça va faire mouche. Hein. Je veux dire, ils ont coché toutes les cases. Et ils savent très bien qu'ils ont coché toutes les cases. Alors, ils ont tellement bien coché les cases qu'il y a une boîte qui est en train, effectivement, de s'occuper sérieusement de FutureMeat, qui est Nestlé, qui lorgne sur la viande artificielle et qui donc a développé une collaboration avec cette boîte. Et vous comprenez bien que Nestlé, c'est pas par philanthropie ou par curiosité scientifique. Hein. Parce qu'il y a des cabinets qui s'accordent à dire que le marché de la viande artificielle, c'est 140 milliards de dollars à échéance de 10 ans. Sinon, bien sûr, personne ne s'intéresserait à ça. Personne n'investirait s'il n'avait pas connaissance du marché potentiel. C'est toujours comme ça que ça marche. Voilà. Alors, je résume. Quel coût pour la viande hachée ? On est parti en 2013 à 250 000 € pour les 150 grammes. Et en 2021, pour une viande qui n'est même pas hachée, c'est lamelle de 5 mm, on est entre 40 et 50 € à poids équivalent. Ça veut dire que d'un point de vue coût, en 8 ans, on a gagné un facteur de 5000. Et quand je vous dis qu'il ne faut jamais mettre au défi les ingénieurs de résoudre les problèmes, croyez-moi, on y arrivera.
Alors, il y a un truc qui est un énorme frein, c'est les conditions d'asepsie dans lesquelles doivent se faire ces cultures. Parce que vous imaginez bien, s'il y a la moindre chance qu'il y ait une bactérie qui rentre dans les usines de bioproduction, une bactérie se divisant toutes les 30 minutes, ça va beaucoup plus vite que de la croissance cellulaire. Et ça, c'est leur principal point d'achoppement. Et quand on leur a souligné ça, il y a des programmes qui ont démarré il y a maintenant à peine 8-9 mois pour résoudre ce problème, et c'est des centaines de millions d'euros qui sont investis là-dedans. Parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent déboucher, ils doivent résoudre ce souci-là. Alors évidemment, le souci là-dedans, c'est qu'on peut se demander vers quoi aller. On est de plus en plus nombreux, les populations se densifient. Comment est-ce qu'on fait manger tout le monde, hein? Et c'est un des moyens de répondre, j'en sais rien, je me pose la question, hein, je suis comme vous. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que ça? Donc on est en pleine ville, hein, chinoise. Alors je vais vous donner une petite indication. Donc voilà le bâtiment. On va zoomer dessus. On va y arriver. Ça, c'est l'intérieur. Je vous fais grâce de la fin. On est dans un hôtel à port en Chine, des programmes qui se développent en quantité astronomique, hein. Donc ici, c'est une ferme en béton, 26 étages, qui va accueillir 600 000 porcs, construit sur 400 000 m², production estimée de viande de porc à proximité de la ville, 54 000 tonnes par an. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que, avec tout ce que je vous ai raconté par avant, on peut être effaré, quoi. La viande artificielle, le truc, le machin, mais où c'est qu'on va? Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Et c'est la question qui doit nous interpeller. Ah, mais alors vous en faites pas, parce que l'intelligence artificielle dans ce building est à l'œuvre, hein. Donc c'est entièrement géré. Tout ce qui entre comme flux et ce qui sort comme flux est piloté. D'accord? Et en automatique, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de gens là-dedans, hein. Et alors ces programmes existent déjà, parce que la Chine a été extrêmement emmerdée avec Covid, et notamment aussi avec la grippe porcine africaine, parce que cette grippe porcine africaine a disséminé toutes les petites exploitations chinoises. Et donc, d'un point de vue approvisionnement en viande de porc, ils étaient quand même très, très ennuyés. Et donc, ce qu'a fait le gouvernement chinois, c'est qu'ils ont... Et en plus de ça, ils ont compris que promener la viande d'un bout d'un pays à un autre allait quand même poser des problèmes sécuritaires. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont partagé le territoire en 7, me semble-t-il, de manière à rendre ces territoires autonomes en production, de manière à ne pas promener la viande d'un bout à l'autre du pays. Tu vois. Mais c'est un énorme programme national. Bon, il vous reste une petite place pour le dessert. Allons-y gaiement. On retourne à Berkeley, je vous présente messieurs Pandya et Gandhi qui ont ouvert une boîte qui s'appelle Perfect Day, qui fait du lait de vache sans vache. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ah, ça c'est super simple pour le coup. On connaît les séquences ADN qui codent pour les différentes caséines qui sont les protéines du lait, d'accord? Ces gènes, on les a introduits dans des levures modifiées, dans lesquelles on a aussi indiqué 2 autres plans de montage pour protéines que sont la lactoglobuline et la lactalbumine. On introduit ça dans les cuves de fermentation, dans lesquelles on rajoute du sucre, de maïs notamment, et d'autres nutriments, notamment des minéraux comme du calcium par exemple. Et puis les levures, elles se mettent au travail comme dans une bioraffinerie, hein, comme quand vous faites de la bière. Une fois qu'elles ont fait leur boulot, que la fermentation est terminée, vous faites l'extraction, purification des protéines, ajout d'eau, minéraux, graisse, sucre. Et ce que vous rajoutez comme sucre, ils sont très malins, c'est pas du lactose. Parce qu'il y a 80% de la population qui est intolérante au lactose, parce qu'en grandissant, on perd la lactase. Donc, ce qu'ils ont introduit là-dedans, c'est du galactose. Terminé les problèmes de lactose. Argument de vente extraordinaire. Les gens qui ne pouvaient pas boire de lait parce qu'il y avait du lactose dedans, maintenant, pas de souci. Voilà, c'est déjà en vente, hein. Et, ils font des laits de synthèse, ils font de la crème glacée avec des goûts particuliers, bien américains, quoi, la cacahuète et des trucs comme ça. Et pour produire à grande échelle, ils viennent de s'associer à Archer Daniel Midland, qui est une grosse boîte de distribution. Après le dessert, de quoi parle-t-on? On parle café. Ici, on est en Finlande.
Et on a bien compris que le café, avec les problèmes d'approvisionnement en eau, le café est une plante extrêmement gourmande en eau et qui craint aussi de fortes températures. Donc on est en train de mettre au point du café moulu, mais qui n'est pas du tout moulu à partir de grains, mais qui est en fait cultivé à partir d'un autre groupe de cellules de caféiers, voilà, dans des conditions de température, lumière, oxygène. Donc vous pouvez, alors ça c'est pas encore commercialisé, hein, mais bientôt vous pourrez trouver du café qui n'est pas du café, mais qui a le goût du café. Hein. Et les plus avancés là-dedans, c'est cette boîte à Seattle qui s'appelle Atomo. Alors eux, Atomo, ils ont levé quand même des ronds pour faire leur café moléculaire. Même saveur que la boisson, mais qui est faite avec des matières organiques qui n'ont rien à voir avec un caféier. Hein, de ce que j'ai pu obtenir comme renseignement, ça contient bien sûr de l'eau, des extraits de graines de date, des racines de chicorée, du raisin, de l'inuline, de l'arôme naturel, de la caféine. Et dans ce qu'ils vous vendent, bien sûr, ils ont introduit le nombre de milligrammes de caféine qui est celui qui correspond à quand vous prenez votre tasse de café normal, hein, qu'il n'y ait pas d'effet. Oui. Voilà. Et puis pour la partie alimentaire, je voudrais terminer avec des trucs qui sont beaucoup plus exotiques, mais qui sont déjà en route. Ici, on se retrouve à nouveau en Finlande avec une boîte qui a été fondée en 2017 qui s'appelle Solar Food. Et eux, les sujets de recherche sur lesquels ils sont, c'est de la biofermentation microbienne pour obtenir des protéines, mais à partir de CO2, d'air, d'électricité et de quelques composés minéraux. Les molécules organiques, en moyenne, la viande, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote. D'accord ? Donc, le CO2, c'est la partie carbone. L'air, en fait, on va se servir de l'air sous l'action de l'électricité pour séparer l'eau qu'il y a dans l'air en oxygène et en hydrogène, parce qu'on a besoin d'hydrogène. Et l'azote, vous l'avez en quantité dans l'air naturel. Et à partir de ça, là, dans leur réacteur que vous avez à gauche, ils font donc de la culture microbienne, qui donc ne se sert que de ça, hein, de CO2, d'air, traversé par un courant électrique et quelques composés minéraux. Et la reproduction du microbe qu'ils ont choisi pour faire les protéines, à un moment, ça donne un aspect absolument pâteux dans le réacteur. Ce truc pâteux dans le réacteur, vous le mettez à la dessiccation, et à la dessiccation, vous obtenez cette poudre qui est à droite, et ça, c'est de la poudre protéine que vous pouvez reconditionner. Alors, c'est pas né de rien, ça. Quand je remonte un peu la littérature, en fait, c'était une préoccupation qui date des années 70, et c'était des programmes qui avaient été lancés par la NASA, qui se demandaient comment nourrir les astronomes dans leurs vaisseaux spatiaux et dans leur... Et évidemment, quand vous respirez, qu'est-ce que vous excrétez dans votre milieu de vie ? Vous excrétez du CO2. Moi, quand je parle, quand vous respirez, vous excrétez du CO2. Et donc, c'était déjà des gars qui s'étaient demandé est-ce qu'on pourrait réutiliser le milieu dans lequel vivent ces gens pour essayer de leur faire des protéines qu'ils pourraient ingérer. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, le truc. Bon, on s'élève un peu. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais ça rentre dans l'histoire de l'artificialisation. Je pense que vous avez déjà entendu parler de programmes qui tiennent à développer de la géo-ingénierie solaire. Ça vous parle, ça ? Qui est une vraie fausse bonne idée, on va voir pourquoi. Alors, le principe, c'est le suivant. C'est, puisqu'on n'est pas foutu, encore une fois, de prendre des bonnes décisions, d'éviter les gaz à effet de serre, il faut que la techno vienne à notre secours. Et ça, c'est notre drame. Il faut toujours que la techno vienne à notre secours, et ça va avoir des limites, bien sûr. Ce dont on s'est aperçu, c'est que si vous disséminez dans les couches stratosphériques des particules de sulfate, ces particules repoussent une certaine fraction de l'énergie lumineuse qui doit rentrer sur Terre, et donc vous devriez faire baisser la température, parce que vous absorbez moins. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça a été mesuré, et ça a été mesuré à la suite d'un truc dont vous vous rappelez peut-être, c'est l'éruption d'un volcan islandais dont vous avez le nom à droite, que je ne me risquerai pas à prononcer, qui s'est étalé sur des jours et des jours, qui avait d'ailleurs perturbé les circulations aériennes. Et c'était beaucoup de particules de sulfate que rejetait ce volcan. Et effectivement, les scientifiques ont mesuré alors une diminution de 0,5 degrés à température. C'est un concept qui marche, ça. Physiquement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et à la suite de ça, aussi, on est à Londres, dans un laboratoire de Peter Irvine, qui est un laboratoire d'observation polaire et surtout de modélisation, qui a publié en mars 2020 un papier tout à fait curieux, où il s'est amusé à modéliser ce que pourraient être les conséquences à l'échelle planétaire
si on s'amusait à adopter ce genre de techno. Vous voyez, région où une réduction du réchauffement de 50% par épandage de particules dans la stratosphère induit une exacerbation des changements. Et alors, je ne vous détaille pas tout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en bleu, selon ce que vous observez de la précipitation, de l'évaporation, de la température, les zones en bleu, bon, pourquoi pas, pourraient être impactées, mais d'une manière raisonnable avec les effets attendus. Par contre, les zones en rouge, alors là, ça exacerberait les trucs, c'est-à-dire que vous êtes en train d'affamer ou de noyer les gens, quoi. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que le problème, c'est la décision. Je veux dire, elle appartient à qui, la décision d'aller mettre en milieu stratosphérique des particules de sulfate qui peut-être pour l'Europe ou pour la Chine va faire diminuer la température, mais qui fera crever l'Australie ou certains pays d'Amérique latine. Elle est là la question en fait. Et très récemment, et alors ça c'est un programme que je trouve super, enfin super entre guillemets, donc ça a été publié dans Science, là ça vient de sortir cette année, et on en est au niveau du concept, avec un magnifique projet qui s'appelle Space Bubbles. Et alors c'est quoi ça? C'est un projet qui vise à faire un espèce d'énorme bouclier qu'on estime nécessaire de la superficie du Brésil, qui est constitué de bulles de silicium fondu. Vous avez à gauche une bulle de silicium en laboratoire qu'on est en train de générer. Et alors, cette espèce de bouclier, il s'agirait de l'amener à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors, pourquoi si loin? Parce que si vous voulez que vos boucliers ils restent à la place où vous l'avez mis, il faut qu'il soit à une limite où la Terre ne l'attire pas et où le Soleil ne l'attire pas. Et cette distance, elle est évaluée à 1,5 million de kilomètres carrés. Il y a de l'argent qui est fait là-dessus. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la problématique que posent ces trucs. Comment est-ce qu'on fait pour acheminer les bulles en leur faisant traverser la couche atmosphérique? Enfin, c'est énorme. Mais sachez qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà à ça et qu'il y a de l'argent qui est mis là-dessus. Je vous dis, c'est tout le problème en fait. Alors on retombe sur Terre et j'en aurais terminé avec cette partie-là, dans une maternité. Il y a quelques années, quand j'étais venu ici et que je vous avais fait une conf sur le transhumanisme, j'avais terminé cette présentation par les progrès du l'utérus artificiel. Et quand vous discutiez avec les gens il y a 5 ou 6 ans et que vous discutiez l'utérus artificiel, ils vous racontaient que bon, tout ça était quand même été de brillantes conneries, que c'était un leurre fini. Et on va voir si c'est un leurre fini. Donc on commence. C'est ce que je vous rappelle pour les gens qui étaient là et qui ont déjà entendu, désolé, pour les autres, je vous le rappelle. Ici, l'histoire commence en 1997. On est au Temple Hospital à Philadelphie, dans un service de maternité qui s'occupe de récupérer les très grands prématurés. Et à la tête de ce labo, il y a Thomas Schaeffer, qui, lui, s'est intéressé à savoir comment est-ce qu'on fait pour récupérer des gosses à 6 mois. Parce que le problème de récupérer un prématuré de 6 mois, c'est que sa manière de respirer n'est pas une respiration aérienne pulmonaire. Il respire encore par les concentrations gazeuses dans les fluides amniotiques, parce que le système pulmonaire ne s'est pas développé. Donc si vous voulez récupérer un enfant à 6 mois, il faut trouver une solution. Et donc c'est un des premiers qui a essayé de mettre au point un espèce de liquide qui simule le liquide amniotique. Okay. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous traversez l'océan, on se retrouve au Japon, et quasi au même moment, quoi. On était en 97 à Philadelphie, on est en 96 à la Yutendo University. Kuwabara, lui, s'occupe exactement de la même chose. Il regarde comment est-ce qu'on pourrait faire arriver à terme un fœtus dans ce qu'on appelle un biobag, c'est-à-dire dans une espèce d'enceinte qui réunit, d'un point de vue immersion dans le liquide, vous avez immergé votre fœtus, le liquide amniotique avec les circulations qui vont bien. C'est l'exemple que vous avez à gauche. Donc ça, l'expérience, c'est la suivante. On retire aux chèvres les fœtus avant terme, d'accord. On les place dans ces milieux de développement artificiel avec la tuyauterie qui va bien, c'est-à-dire les flux entrants, les flux sortants, et on regarde si on arrive à les faire arriver à terme. D'accord. Mais on est dans alors, pour l'université du Japon, je ne sais pas. Pour le service de maternité, la raison, c'est comment est-ce que je fais pour récupérer des enfants très prématurés dont le système respiratoire ne peut pas être assuré par son système pulmonaire. Absolument.
Je vous passe les détails. Il a fallu 9 ans de recherche pour ça, pour un résultat où effectivement il est arrivé à mettre à terme ce fœtus-là. Le fœtus n'était pas viable parce que pour que la chose se fasse, ils ont été obligés d'inhiber les activités musculaires parce que cet animal, évidemment, fœtus, tournait dans son truc, arrachait les cathéters, enfin bon. En plus de ça, à cette époque-là, la circulation sanguine était faite par une pompe extérieure à l'animal. Il y a de très gros problèmes de fragilité des vaisseaux sanguins dans le cerveau quand vous êtes en développement, donc il y avait des hémorragies cérébrales. Bref. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en 2017, Thomas Schaeffer, on est toujours dans le Temple Hospital à Philadelphie, a repris les travaux japonais. Mais cette fois-ci, il a repris les travaux japonais avec une ingénierie qui est beaucoup plus sophistiquée. Donc cette fois-ci, vous l'avez là, le schéma. Donc cette fois-ci, la circulation sanguine, elle est assurée par le propre cœur de l'animal, plus par une pompe externe, exit les problèmes éclatement vaisseau. Et puis, bon, il y a une ingénierie extrêmement sophistiquée, des contrôles de tout ce qui rentre dans le milieu. Et ça marche très bien. Vous avez ici une illustration de l'animal placé à 4 jours. À droite, vous le retrouvez à 28 jours. Donc, vous regardez la croissance qui s'est faite. Sur les 7 ou 8 expérimentations qui ont été faites, elles sont toutes arrivées à terme. On en a euthanasié 6 ou 7 pour regarder comment est-ce que s'était passé le développement des organes, tout le truc et le machin. Et l'autre est mort sa belle mort. Donc vous voyez les progrès. Entre 97 et 2017, on est passé d'une techno où, ouais, ok, effectivement, on y est arrivé, mais enfin, c'était quand même pas la panacée, à une techno où, effectivement, ça fonctionne. Alors, ce que je n'avais pas raconté la dernière fois, parce que c'est tout nouveau, nous retournons en Israël. Ce que je vous ai dit, on est souvent en Israël, et ce n'est pas un hasard. On est ici à l'Institut Weizmann, donc Rehovot, dans le laboratoire de Jacob Anna. Et lui, en 2021, dans Nature, publiait ces résultats-là, à savoir qu'ils sont arrivés cette fois-ci à partir d'un embryon qui est au stade de 250 cellules, on est dans la souris là, à 5 jours. Ces embryons-là, ils les ont mis dans des flacons que vous avez ici à gauche, dans un liquide donc, de croissance qui leur permet de se développer. Et l'instrumentation est assez simple. Vous êtes en rotation permanente à droite de manière à ce que cet amas cellulaire ne puisse pas adhérer à la paroi, mais soit toujours en suspension. Et ce qu'il décrit dans son papier, c'est qu'au jour 11, eh bien, quand vous observez ces embryons de souris, ils fabriquent leur propre sang, ils ont un cœur qui bat, ils ont un cerveau pleinement développé, et qu'il s'agit clairement d'un fœtus de souris avec toutes les caractéristiques d'une souris. Alors où est le pas entre ce que je viens de vous raconter et le coût du Temple Hospital? Le pas, il est énorme. Parce que dans le Temple Hospital, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un fœtus qui est déjà formé, pour la plupart, d'accord, et qu'ils amènent à terme. On est d'accord? Ici, ce n'est pas du tout ça. On part de 250 cellules, où quasi rien n'est formé, et dans les milieux envisagés avec la techno, l'embryon se développe. Donc vous voyez bien qu'on a sauté un pas techno dans l'affaire. On reste en Israël à l'université de Tel Aviv. On est dans le laboratoire de David Elad, et qui annonçait que disposer d'un utérus artificiel biologique élaboré à partir de cellules humaines nous aiderait à mieux comprendre le début de la vie humaine et à améliorer les chances de grossesse des femmes. Alors comment il s'y est pris, lui? Et vous allez voir, c'est encore quelque chose de différent. Il a prélevé des cellules humaines de l'endomètre et des muscles lisses de l'utérus. Ok. Et puis, il les a cultivées par couches. Et il est en train d'essayer de reconstituer un utérus à partir de cultures cellulaires, de cellules endométriales et muscles lisses. Et ce qu'il vous annonce, c'est que la fabrication d'un modèle recréant la structure du pas par couche qui représente un utérus et qui, selon Elas, voilà, c'est ça qui est intéressant, ça pourrait théoriquement constituer un terrain fertile pour l'implantation et le développement d'un ovocyte nouvellement fécondé. Donc on est bien d'accord, on est dans cette idée-là. Je fais un utérus artificiel qui me permettent effectivement d'aller implanter un truc qui se développe. Alors cette idée, elle n'est pas neuve en fait. Si on suit avec pertinence la littérature, c'est un truc qui avait déjà été imaginé conceptuellement, mais d'une manière un peu différente. En 2002, au Cornell Medical,
où une dame avait, elle, conçu un tissu endométrial au laboratoire en prenant des cellules de l'endomètre d'une femme, donc ça qu'on reste comme ce que je vous racontais en Israël. Et elle les avait incitées à se développer sur un support biodégradable qui était en forme d'utérus humain. Donc on n'est pas dans la culture tessulaire. On construit un truc biodégradable en forme d'utérus et on essaye de greffer dessus des cellules d'endomètre dont on va estimer la croissance et contrôler la croissance pour qu'elle tapisse le truc et qu'elle arrive, tout compte fait, à faire un utérus artificiel. Et là où ça a été fait scandale, c'est qu'effectivement, elle a implanté un embryon humain où elle a effectivement eu un succès dans le développement qui a été interrompu après 10 jours. Pourquoi ça a fait scandale? C'est parce qu'elle l'avait dit à personne et que ses recherches sont strictement interdites. Pas le droit de faire ça. Qu'importe, elle a repris ça sur les fœtus de souris et elle a montré la faisabilité. Elle les a amenés jusqu'à 17 jours. Normalement, pour une souris, c'est 24 jours de gestation. Et donc, ouais, on est en train de se poser la question d'ici quelques dizaines d'années, utérus artificiel ou pas? Et voilà, une publication de 2021 d'une équipe chinoise qui est en train de concevoir un appareil de culture d'embryon à long terme. Une espèce d'usine, quoi. C'est le schéma que vous trouvez dans la publication, en s'inspirant de toutes les techniques que je vous ai décrites par avant, bien sûr, et contrôlée par de l'intelligence artificielle en ce qui concerne tous les échanges gazeux et tout ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé et je voudrais en fait terminer par la réflexion suivante. Au fur et à mesure que je suis toute cette veille technoscientifique, je le fais maintenant depuis une petite dizaine d'années, ce qui me surprend quand même, c'est que au vu de ce qu'on est en train de voir, et je pourrais vous en raconter d'autres sur la biologie de synthèse et tas de trucs, ce dont on est en train de s'apercevoir, tout compte fait, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place, ça veut dire qu'on est en train de s'imaginer la fin d'un certain monde. D'accord ? Puisqu'on n'est pas capable de contrôler les choses. Et vous voyez, on est capable conceptuellement d'imaginer la fin du monde. Et ce qu'il y a, je trouve, d'absolument pathétique, pour reprendre les termes de Aurélien Tabel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Terre et Liberté. Ce qui est absolument pathétique, c'est que, alors qu'on est capable d'envisager la fin du monde, on n'est toujours pas capable d'envisager la fin d'une croissance basée sur le capitalisme, alors que les deux sont extrêmement liés. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, peut-être que Yves peut prendre 2 minutes pour vous répondre. Oui, à propos des utérus artificiels, c'est quoi la différence? Enfin, moi, je connais rien en sciences, mais avec les bébés éprouvettes de Friedman. Ah, mais votre bébé éprouvette, le problème, c'est que l'embryon, après, vous allez le remettre chez la femme. C'est la fécondation qui est artificielle. Mais après, dans votre éprouvette, il ne se passe plus rien. Vous prenez votre ovule et vous le réimplantez. En d'autres termes, on est bien d'accord, si l'utérus artificiel arrive à réellement se faire, ça veut dire que c'est quand même un bouleversement de notre monde et de nos sociétés. C'est parce que vous avez disconnecté le sexe de la reproduction. Ce qui est quand même un bouleversement majeur. Merci beaucoup. En effet, je pense qu'on va progressivement arriver à une logique imparable, puisque ça va être une logique salutaire quant aux problèmes climatiques et surpopulation, etc. Ce qui veut dire que, avec, je dirais, en parallèle des processus de démocratie qui s'altèrent quelque peu, on risque d'arriver très vite à une acceptation globalisée de cette technologie particulière, on va dire. Et donc, les citoyens sur la planète, les plus nantis d'abord, les autres on verra après. C'est comme pour les vaccins. Enfin, il y a toujours un système inégalitaire du choix, réparti sur une planète de 8 milliards avec à peu près 500 millions d'ultra favorisés. Donc, moi, je pense que on risque de le voir, j'ai un âge déjà un petit peu avancé, on risque de voir dans nos assiettes et puis dans nos maternités, etc., une chose abominable quelque part, puisqu'on surpasse les valeurs humaines fondamentales, c'est-à-dire... La maternité plus que dans les assiettes. Oui, après... vous nous avez fait comprendre que la matière...
enfin que l'environnement de ces expériences est immense, et puis quelque part sans limite. Il est quasiment infini ce monde-là, puisqu'on on rentre dans des sublimations exceptionnelles avec la couverture du problème climatique, oui, c'est-à-dire que, mais enfin, on l'avait déjà entendu, il y a des parapluies artificiels, enfin, il y a des tas de choses. Ce qui veut dire que, et je finirai là-dessus très rapidement, on rentrera jamais dans la véritable réflexion, c'est-à-dire de freiner, hein, d'arrêter les sujets. Enfin, il y aura des modèles, des exemples de diminution de ce modèle atroce, et sont innombrables. Non, on va chercher encore, mais ça veut dire que quelque part, l'espèce humaine, je sais pas, elle a l'air quand même assez limitée sur un plan anticipation. Voilà, on cherche toujours à... C'est dingue, quoi. Et à la limite, et c'est certainement, à mon avis, la poursuite dans cette voie-là qui va être totalement mortifère et qui va décimer l'espèce petit à petit, avec, en complément, des guerres, les guerres de l'eau, etc., puisque tout s'enchaîne. Hein. Il y a Daniel Cohen, enfin, il y a plein de gens qui, tout est très lié. sur Arte notamment, qui s'expriment avec une certaine liberté, qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de chaînes de la TNT, qui disent carrément que, il y a toujours une certaine maîtrise des propos, parce que ça peut très vite être très mal intégré. Hein, quand notre roi, le président, a évoqué le risque de décroissance, je ne sais pas comment, je ne l'écoute pas, mais j'ai compris qu'il alertait. Hein. Alors bien sûr, il n'est pas question de toucher au jet privé, etc. Mais bon, il y a un risque. Et à partir de là, quand on a une logique aussi infernale avec les macrosystèmes capitalistes soutenus par des régimes qui sont en train de véritablement de vaciller vers la dictature, on est quasiment condamné. En disant, l'inquiétude que je partage, c'est qu'effectivement, puisqu'on est dans le mur, et qu'aujourd'hui on a compris ce qui allait se passer, l'angoisse et l'anxiété des populations et la réaction des populations soient relativement violentes, et que nos dirigeants, qui effectivement se dirigent quand même vers des démocraties, des régimes démocratiques un peu totalitaires dans les décisions, ça c'est probablement quelque chose qui va s'accélérer. C'est-à-dire que face à l'urgence, à une grogne non maîtrisée, parce que les gens vont avoir de plus en plus peur, il se pourrait bien effectivement que la réaction de nos politiques soit à cette image-là. C'est évident. Mais d'un autre côté, je vous dis, le problème auquel il faut absolument s'attaquer, c'est quel progrès, quelle croissance on veut, avec quel projet de société, et quel projet de société évidemment à l'échelle globale. Et j'ai l'air un peu pessimiste comme ça, mais à y réfléchir, réinventer tout un modèle de développement de nos sociétés, je trouve ça en fait un défi génial. Je veux dire, le travail est immense, mais ce travail ne peut évidemment être que complètement collectif, et c'est là où le bas blesse. C'est une question, j'y connais rien non plus. Les grands chefs qui font de la cuisine moléculaire, c'est ce que vous nous avez montré ou pas ? Non. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Ils utilisent l'azote liquide, des propriétés physico-chimiques pour transformer la matière vivante, mais non, ils ne sont pas dans l'agriculture cellulaire. Ah ben non, c'est pas mieux, c'est-à-dire qu'au lieu de cuire sur votre gaz, vous cuisez à l'azote liquide à moins 190. Voilà, c'est par exemple de la cuisine moléculaire. Enfin, je vous le dis, c'est un exemple comme un autre, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah non, cher madame. Ça doit être liquide, mais non. Ça nous est réservé. Bien, et s'il n'y a pas d'autres questions... On va terminer cette conférence. Je vais laisser la main à Yves Gimbert. Encore un grand merci. C'est donc cette dernière conférence du Festival de l'avenir naturel version 2026. Alors, bon, c'est vrai que on va dire que le futur n'est pas tout rose, mais il y a des belles choses encore à faire. Et toutes les belles choses qu'il y a à faire, elles sont aussi à faire avec nous. Avec, comme je l'aurais dit à la fin de chaque conférence, prenez ce que vous avez
eu aujourd'hui à travers cette conférence. Partagez-le et puis mettez en action, parce que c'est par les actions de chacun qu'on arrivera à changer le monde. Et le but, bien sûr, c'est de le changer sans violence, parce que la violence, elle est du côté d'un système hypercapitaliste, et en plus, ils ont la force. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation. Espace Naturisère, bien sûr, va continuer dans ses actions tout au long de l'année. Pour ces conférences, eh bien, on a fait le choix de faire un enregistrement audio, et il sera diffusé régulièrement à travers donc le site. On utilisera peut-être YouTube. Le but, c'est de vous alimenter en information, de façon à ce que ce que vous avez vécu ici pendant ces 2 jours, eh bien, puisse être renouvelé à travers les relations que vous avez, vous, dans la famille, avec vos amis. Encore un très grand merci. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. Parfait. Alors, tout est dit. Et bon retour chez vous.